Et c'est la suite du Grand Soir Week-end. On est ravis d'accueillir Hugues Rançon. Bonsoir, vous êtes Bonsoir. vice-président de l'Assemblée nationale, député La République En Marche de Paris. On va dérouler avec vous l'actualité du week-end et puis celle à venir, et face notamment à Frédéric Delpech du service politique d'LCI. Tout cela peut-être à la veille d'un remaniement ministériel, en tout cas d'un changement de nom pour le porte-parole du gouvernement, Magali. Oui, ce poste est à pourvoir. Est-ce que vous êtes candidat, Hugues Rançon ? Alors non seulement je ne suis pas candidat, et vous savez, cette petite expérience des remaniements ministériels qu'on vit de l'intérieur, lorsque je travaillais auprès de Jacques Chirac, toutes les supputations, tous les bruits qui font le jeu évidemment de la sphère politico-médiatique n'ont en réalité que peu d'intérêt, parce que seul le président de la République et le Premier ministre savent à peu près ce qu'ils feront dans l'organisation de leur équipe, et donc je crois qu'il n'est pas nécessaire de nous attarder trop longuement sur la question. Faut pas trop en parler, ça porte le mauvais œil ou quoi ? C'est pas du tout une question de mauvais œil, c'est juste qu'à un moment donné, il faut aussi analyser la situation politique telle qu'elle se présente, et je ne crois pas qu'il y ait d'éléments politiques majeurs qui justifient un remaniement d'ampleur aujourd'hui en France ou un changement d'équipe. Il y aura peut-être, vous l'avez dit, sur le poste de porte-parole, un ajustement qui est lié à l'élection hier de Christophe Castaner comme délégué général de La République En Marche, mais ce n'est évidemment pas à moi d'en décider. Enfin, vous n'êtes pas candidat, effectivement, vous nous le dites, mais vous êtes cité parfois, parce que alors effectivement, si c'est juste un ajustement dans le gouvernement, un jeu de chaises musicales, effectivement, il n'y aura pas de nouvelle entrée dans ce gouvernement, mais si par hasard, il y avait de nouveaux noms qui pouvaient faire leur entrée dans ce gouvernement, vous êtes cité parmi d'autres, bien évidemment. Cité. Vous êtes cité régulièrement quand même. On va peut-être les voir, les autres têtes qui... Je m'en réjouis, mais je vous le répète, c'est un petit jeu politico-médiatique auquel on a tous l'habitude de participer depuis des années et des années. En réalité, personne ne le sait. Et en réalité, vous savez, quand les noms sortent dans la presse, ce n'est pas forcément toujours bien intentionné. Et donc, laissons le président de la République et le Premier ministre décider de l'organisation. On les commente, les photos. Oui, alors il y a le jeu de chaises musicales à l'intérieur du gouvernement, là effectivement avec Benjamin Griveaux, l'un des favoris pour remplacer Christophe Castaner. On parle aussi de Gérald Darmanin, de Marlène Schiappa aussi, ça pourrait être une femme, pourquoi pas. Donc Hugues Rançon, c'est vous qu'on voit en quatrième position. On voit également effectivement Sébastien Lecornu et Julien Denormandie qui sont également cités comme pouvant faire leur entrée, enfin pas leur entrée au gouvernement, mais en tout cas arriver comme porte-parole du gouvernement. Bref, pour l'instant, c'est assez opaque. Le favori pour l'instant, c'était il y a encore quelques temps Benjamin Griveaux, mais comme les choses vont assez vite en Macronie, c'est le chef et lui seul qui décide. Vous nous confirmez d'ailleurs. Tout se passe dans le bureau d'Emmanuel Macron. C'est le président de la République, mais c'est la Constitution qui nous l'indique, qui va décider de la composition du gouvernement sur proposition du Premier ministre. C'est la tradition dans la République française, de la Ve République. Oui, là, avec quand même une différence, c'est que traditionnellement, dans les remaniements des précédents gouvernements, c'était souvent des ajustements politiques. Il fallait respecter les équilibre politique, ce que faisait très bien François Hollande, un peu d'écolo, un peu de ci. Là, Emmanuel Macron, il a carte blanche parce que finalement, il fait rentrer beaucoup de sociétés civiles et le vecteur politique est moins important. Donc, quels sont pour vous les critères qui vont être essentiels à ces choix ? Mais je vous l'ai dit, ce n'est pas à moi d'en décider aujourd'hui. Je ne dérogerai pas à ce principe. Aujourd'hui, je crois que ça n'intéresse en réalité que très peu de monde. Ce qui compte aujourd'hui aux yeux des Français, c'est que nous travaillions, c'est que nous avancions, c'est que nous puissions avoir des résultats en matière de politique économique et de politique sociale, et de faire en sorte, en réalité, de rendre en 2022 la France dans un meilleur état que celle dans laquelle nous l'avons trouvée en 2017. Je crois que les Français le comprennent, puisque si j'ai bien lu le JDD ce matin, la popularité du président de la République se renforce, et après 6 mois d'une élection présidentielle, généralement on a l'habitude que les promesses s'envolent et que la popularité s'effondre. Aujourd'hui, les promesses, elles sont tenues. La popularité se consolide parce que nous sommes dans l'action et que nous voulons apporter des réponses concrètes aux problèmes des Français. Vous disiez c'est le président qui décide des ministres par la Constitution. Apparemment, En Marche, c'est aussi le président qui décide de tout, et notamment du futur dirigeant du mouvement, Christophe Castaner. On le répète, élu à la majorité, enfin à l'unanimité hier, moins 2 abstentions. Regardez ce qu'en disait Barbara Pompili, qui est députée elle aussi En Marche. Elle disait mais comment il va faire ? Les journées font pas 48 heures. Comment il va arriver à faire tout ça ? Et puis écoutez peut-être aussi
quelques réactions de vos amis. Alors elle s'appelle Juliette de Cauzan. Elle avait déposé une motion pour essayer de faire voter tout le monde au scrutin, enfin non à bras levé. Bulletin secret. À bulletin secret. Ça n'a pas été le cas. Elle voulait aussi peut-être être candidate. Elle n'y est pas arrivée. On va écouter ces deux réactions, Juliette de Cauzan et Corinne Lepage. Moi, personnellement, ce que je pense, c'est qu'effectivement, ils auraient peut-être dû faire le jeu d'en prendre un deuxième, par exemple moi. Et puis, comme ça, paf, je me serais fait démonter le jour J avec 50 personnes à qui on aurait dit vote pour la fille. Et les autres, on leur aurait dit vote pour Monsieur Castaner. Vous auriez été un prétexte, quoi. Voilà. Alors, est-ce que c'est plus hypocrite ou moins hypocrite? Tout simplement, vous en mettez un, c'est clair, et puis ça évite l'hypocrisie globale. C'est très dommage parce que M. Castaner, il se serait présenté, il aurait fait 85% ou 90% des voix. Je ne vois pas où est le problème. Alors pourquoi cette scénographie qui n'a franchement aucun sens et qui n'a rien de démocratique? C'est trop de travail d'être à la fois à la tête d'un parti et rester au gouvernement? C'est pas à moi d'en décider. Évidemment, aujourd'hui, il n'y a pas d'incompatibilité juridique ou d'incompatibilité institutionnelle à être à la fois responsable d'un parti politique et membre du gouvernement. Et d'ailleurs, dans l'histoire de la République, même la plus récente... De relation avec le Parlement, parce que c'est un poste assez sensible. Même la plus récente, il n'y a jamais eu d'incompatibilité. Et tous ceux qui aujourd'hui poussent des cris d'orfraie, généralement, n'en ont pas été. Il y a beaucoup dans votre propre camp qui disent que c'est je crois même avoir le souvenir que Corinne Lepage devait même présider le mouvement qu'elle avait fondé quand elle était au gouvernement. Ce que je veux dire aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas d'incompatibilité juridique. Il y a en revanche une question d'opportunité qu'il appartient au président de la République de trancher, en discussion évidemment avec le Premier ministre et avec Christophe Castaner. Et c'est cette question d'opportunité qui sera tranchée dans les prochaines heures. Mais quoi qu'il arrive, aujourd'hui, assez simplement. Je vais vous dire quelque chose. Non, juste une question. Est-ce qu'on peut être à la fois dirigeant d'un très grand parti politique et ministre des Relations, ou secrétaire d'État au Parlement, des relations avec le Parlement, où on doit traiter justement avec tous les groupes politiques à l'Assemblée? Est-ce que c'est compatible, ces deux fonctions? Vous savez, moi, je suis vice-président de l'Assemblée nationale et je suis député de La République En Marche. Quand je suis député, je suis dans le combat partisan pour porter un projet politique. Quand je me mets au perchoir pour être vice-président de l'Assemblée nationale, je me détache de cette fonction politicienne pour pouvoir avoir une appréciation objective, et faire vivre le débat démocratique au sein de l'hémicycle. Je crois qu'il n'y a pas de difficulté à mener deux missions différentes, à la seule condition qu'on ait l'objectivité et la rigueur pour le faire. Ce que je veux vous dire aujourd'hui, vous comprenez qu'on se pose des questions. Bien sûr que les questions se posent, et c'est tout naturel. Mais quand j'entends aujourd'hui des républicains qui nous font des leçons sur ce sujet, j'espère que ces mêmes républicains diront sur les mêmes arguments à Laurent Wauquiez dans 2 mois qu'il aura acquitté la présidence de la région Auvergne-Rhône-Alpes lorsqu'il sera élu président du mouvement Les Républicains. Voilà, on ne peut pas avoir 2 discours, un au mois de novembre, l'autre au mois de décembre, et j'attends de nos opposants au sein de puissent la mettre en République application. Qui ont des hésitations, des doutes sur ce Mais cumul. chacun peut se poser des Même questions. chez vous. Aujourd'hui, l'organisation d'une équipe gouvernementale, pardon de le rappeler, c'est le Premier ministre et le Président qui la décident. Ce n'est pas un député de la majorité. Et un candidat unique, élu à main levée, ça vous gêne pas? Alors on a tout entendu, un congrès du PC chinois, Kim Jong-il, etc. Référence d'actualité. On n'en est pas là, mais est-ce que vous comprenez que ça pour pose problème aussi? Je vais vous dire quelque chose. Christophe Castaner, il était candidat. Il n'a pas été choisi. En revanche, ça a fait l'objet évidemment de discussions avec le président de la République, avec les parlementaires, avec les adhérents, les référents Surtout avec le du président de mouvement. la République. Non, parce que Christophe Castaner, pourquoi est-ce que sa candidature s'est imposée? C'est qu'il fait l'unanimité. Il fait l'unanimité parce qu'il remplit toutes les cases qu'il fallait cocher pour prétendre à ce poste. C'est ce qu'on disait de Mao ou de Brejnev. Hein. Oui, enfin... Mais même pour l'affichage, ça aurait peut-être été mieux qu'il ait quelques Nous avons challenges. eu un candidat qui était Christophe Castaner, qui est là depuis le début de l'aventure, qui a suivi Emmanuel Macron dès le premier jour, qui a participé activement à la campagne présidentielle, à la victoire présidentielle, qui a contribué à la victoire de chacun des députés, qui aujourd'hui est porte-parole du gouvernement et qui incarne les territoires puisqu'il est élu dans le sud-est de la France, dans une région très compliquée. Il avait d'ailleurs eu à affronter une épreuve au moment des régionales face au Front National quand il a retiré la liste du Parti socialiste qu'il menait à l'époque.
Pour toutes ces raisons-là, Christophe Castaner, c'était le leader dont nous avions besoin. Il y avait une unanimité sur son nom. Pas, comme disait Corinne Il y avait Lepage, que une vous auriez unanimité pu sur mettre son quelqu'un nom, d'autre et mais qui nous aurait n'allons été pas- élu mais chacun, avec un bâton de maréchal. Chacun avait la liberté de se présenter, non. évidemment. Chacun avait la Juliette de Cazan liberté de se présenter. qu'on a entendu, dis-moi, bon, à partir du moment où Macron Est-ce avait que c'est choisi pas Philippe finalement la fin d'une hypocrisie C'est ce que disait un de vos collègues il n'y a pas longtemps à l'Assemblée, un député qui disait bon, finalement, avant, dans le passé, les partis politiques désignaient dans un bureau et organisaient une élection factice après. Finalement, aujourd'hui, c'est clair, il y a un seul candidat désigné, puis comme ça, les choses sont plus simples. Moi, je m'amuse des commentaires. Vous avez sur la désignation ou l'élection de Christophe Castaner eu ses commentaires sur le fait qu'il était candidat unique. Et au moment de l'élection du bureau exécutif du mouvement, nous avons eu 4 listes. Au moment où nous avons eu 4 listes, les commentateurs nous ont dit que nous étions dans le début de la fronde, dans le début de la contestation, dans le début des motions. Et alors le matin, nous serions trop le doigt sur la couture du pantalon. Et l'après-midi, nous serions déjà dans l'implosion du mouvement. Tout cela n'a pas de sens. Aujourd'hui, vous avez un mouvement politique, moderne, nouveau, qui se met en place, qui n'existait pas il y a 1 an et demi, qui a donné son président fondateur comme président de la République française, qui a une majorité de 310 députés à l'Assemblée nationale, qui a 386 000 adhérents sur le territoire. C'est une force politique qui doit relever un certain nombre de défis, celui de la transformation, de la transition. On est passé d'un mouvement citoyen à un mouvement politique qui s'institutionnalise avec des élus et donc une fonction qui n'est plus forcément la même. Mais c'est la mission aujourd'hui de Christophe Castaner de pouvoir assurer cette transformation de notre mouvement politique et il a l'entière confiance de toutes les instances du mouvement. Allez, il est 22h30, c'est maintenant l'heure de Politiquement Incorrect avec Amélie Carwer du service politique qui nous rejoint. Bonsoir Rubrançon, Bonsoir. Il est l'heure de faire un peu mieux connaissance. Avec plaisir. Vous avez été pendant plus de 10 ans collaborateur de Jacques Chirac, vous avez été conseiller technique à ses côtés aux affaires sociales, chef de cabinet. Je crois même savoir que vous étiez au service courrier au siège de la campagne de Jacques Chirac. C'est comme ça que j'ai commencé en effet en 2002, après un stage que j'avais fait alors que j'étais à Sciences Po. Et donc ça me fait toujours plaisir de me remémorer ces bonnes années. J'ai commencé comme stagiaire d'abord au groupe RPR à l'Assemblée nationale auprès de Jean-Louis Debré et j'ai basculé au siège de campagne de Jacques Chirac en 2002 au tapis rouge, en effet. Ça tombe bien, vous citiez Jean-Louis Debré, on va parler dans un instant. Mais d'abord, j'ai une question. Un jour, vous avez déclaré qu'il y avait un peu de Jacques Chirac dans Emmanuel Macron. Vous pouvez nous expliquer ? J'ai retrouvé en Emmanuel Macron 2 qualités de Jacques Chirac. La première, c'est l'audace, le fait d'avoir claqué la porte du gouvernement, d'avoir pris sa chance, d'avoir pris un risque. Ce que Jacques Chirac avait fait en 1976 lorsqu'il quitte Matignon et qu'il claque la porte pour tenter une aventure politique, créer une formation politique nouvelle, le RPR. Je crois que c'est important que des politiques puissent se détacher de leur confort, de leur marocain, pour pouvoir justement proposer une autre offre politique aux Français. Ça, c'est ce qu'a fait Emmanuel Macron il y a maintenant 1 an. Et puis j'ai retrouvé en Emmanuel Macron l'empathie de Jacques Chirac, le contact, le sens du contact. Je vois que vous avez peut-être regardé LCI il y a quelques heures, puisque Jean-Louis Debré, qui est un très proche de Jacques Chirac, était l'invité de LCI. Et pour lui, justement, à Emmanuel Macron, il lui manque l'empathie de Jacques Chirac. On l'écoute et puis on en reparle juste après. Il y a un volet qui est parfait, il est compétent, il décide, oui, mais il manque l'empathie. Et un peuple ne suit son chef que s'il y a aussi de l'empathie. Alors, le manque d'empathie d'Emmanuel Macron. J'ai beaucoup d'affection, d'admiration, d'amitié pour Jean-Louis Debré. Et d'ailleurs, il est venu me soutenir sur le terrain pendant ma campagne législative. Donc, on partage l'essentiel de nos analyses, notamment sur l'état de la France et ce qu'il convient de faire. Je crois assez bien connaître aujourd'hui le président de la République pour savoir qu'il aime profondément les gens, qu'il va au contact. Vous avez des images d'archives récentes sur tous ses déplacements à Toulouse, à l'occasion d'une réunion sur le logement où il va, à la rencontre d'un militant du DALO, du droit au logement, qui l'interpelle, à Marseille, à l'occasion d'un déplacement où une jeune femme l'interpelle sur les Jeux Olympiques. Voilà, il y a une succession d'événements comme cela où vous voyez bien que ce qu'aime Emmanuel Macron, c'est aller au contact des Français. Je reparle un instant de Jacques Chirac. Cette semaine, ce sera la remise du prix de la Fondation Jacques Chirac. C'est pour ça aussi qu'il est à nouveau au cœur de l'actualité. Est-ce que vous êtes toujours en contact avec lui ? Est-ce que vous avez de ses nouvelles ? Est-ce que vous savez même ce qu'il pense de la situation actuelle ? Je suis dans un contact moins fréquent aujourd'hui que je ne l'étais auparavant. Je vois toujours très régulièrement sa fille, Claude, Frédéric Salabarou aussi.
J'ai un contact régulier pour prendre de ces nouvelles. Je serai moi-même présent jeudi matin pour la remise des prix de la Fondation Chirac. C'est un moment important, vous savez, parce que la Fondation Chirac, elle agit pour la paix, pour le dialogue des cultures. C'est un combat aujourd'hui qui est essentiel. C'est le message traditionnel que la France a adressé au monde. Et c'est un message qui est porté aujourd'hui avec beaucoup de panache et beaucoup de conviction par Emmanuel Macron. D'une fondation à l'autre. Là, on revient sur votre parcours. Vous avez été 3 ans, je crois, à la tête de la fondation du groupe EDF, un petit peu plus que ça peut-être. C'est quoi la différence entre le monde de l'entreprise, un grand groupe comme EDF, et La République En Marche? Hier, il y a un délégué général qui a été nommé par un conseil d'administration, non? Vous savez, on a beaucoup de différences, mais on a surtout aujourd'hui une majorité politique qui est composée de membres, de députés qui ont été élus après avoir eu un parcours professionnel. Nous ne sommes plus dans des chemins de professionnalisation politique. C'est vrai que moi, j'ai eu cette responsabilité à la tête de la Fondation EDF. Vous savez, dans des grands groupes comme ceux-là, on comprend aussi que notre mission doit être évaluée, qu'il faut rendre des comptes, que nous ne pouvons prendre des décisions que si elles sont partagées. Et il est parfois très important d'avoir ce regard sur l'économie réelle et sur la vie réelle pour pouvoir prendre des décisions adaptées. Justement, vraiment, vous m'aidez pour mes transitions. Vous faites partie de ceux qui disent il ne faut pas être des barons en politique. Vous seriez prêt dans 5 ans à retourner à la vie d'entreprise? Fini la politique, fini La République En Marche. Vous seriez prêt à ça? Aujourd'hui, si j'ai souhaité me lancer dans cette aventure, c'est que j'ai été convaincu par le discours d'Emmanuel Macron. Si je n'ai pas eu le parcours politique que j'aurais pu avoir en étant auprès de Jacques Chirac, c'est que précisément je ne croyais plus dans le système politique français qui faisait qu'une réforme portée par un gouvernement de droite était systématiquement contestée par l'opposition de gauche et qu'une réforme proposée par l'opposition de gauche ou de droite était systématiquement rejetée par la majorité. Je veux juste dire ici qu'on a une opportunité et on vit un temps absolument incroyable et historique dans ce pays, qui est la recomposition de la vie politique. La République En Marche et l'initiative d'Emmanuel Macron, ça a fait imploser le système politique français. On est en pleine recomposition et on est très heureux de pouvoir y participer et de ne pas en faire une carrière. Parfois, c'est difficile la recomposition, la vie politique. Vous avez vécu en tant que vice-président de l'Assemblée nationale peut-être une des pires séances à l'Assemblée. C'était lors de l'examen de la loi Confiance dans l'action publique. Jean-Luc Mélenchon, je crois qu'il était à peu près 1h du matin, quitte l'hémicycle, et puis c'est Christian Jacob qui va pas tarder à suivre. On regarde la séquence et puis on en reparle juste après. Écoutez, franchement, c'est saoulant, quoi. Oui, c'est saoulant. On demandait juste un geste de bonne volonté, vous ne le voulez pas. Que faut-il faire? Moi, je n'essaye pas de faire céder. J'essaye simplement de faire respecter un minimum de droits des uns des autres. Qu'est-ce que vous voulez maintenant? Vous nous dites que c'est trop cher? On vous dérange? Eh bien, débrouillez-vous entre vous. Nous, on s'en va. Voilà. Vous voterez la loi tranquillement, entre vous, sans avoir à subir l'inconvénient d'avoir des gens comme nous. Monsieur le Président, j'entends bien que le plateau vous donne un certain nombre de conseils et c'est normal. Mais vous pouvez aussi prendre vos responsabilités de vice-président. Et ça n'est pas aux hauts fonctionnaires du plateau pour qui j'ai le plus grand respect, mais ça n'est pas systématiquement à eux de dicter la ligne politique. Très rapidement, malheureusement, on n'a plus beaucoup de temps pour ce face-à-face. Vous rougissez presque quand Christian Jacob s'adresse à vous. Je rappelle que vous avez commencé en étant au cabinet de Christian Jacob. C'était en 2003. Ça fait quoi de se faire sermonner par son ancien patron, qui plus est qui vient de votre ancienne famille politique? Je pense que ça a pu justement compter dans cet échange et qu'il y avait peut-être des éléments de notre vie passée ou de nos vies respectives passées qui ont joué. Ce qui est amusant en revoyant cette séquence, c'est que au fond, on était sur un texte important de moralisation de la vie politique, de changement des comportements du personnel politique. Ça a créé beaucoup de crispations. Et le théâtre de la séance publique a pris à un moment donné le pas pour essayer de ralentir cette réforme qui était au cœur de notre programme, revenir sur les emplois familiaux, revenir sur la réserve parlementaire, revenir sur un certain nombre de pratiques qu'on considérait comme dépassées. Ça a suscité un certain nombre de crispations. Aujourd'hui, moi j'entretiens les meilleures relations avec Christian Jacob, avec Jean-Luc Mélenchon, qui sont des présidents. Mais vous ne le trouvez pas si mal, Jean-Luc Mélenchon? Vous avez glissé un jour que dans l'hémicycle, on ne voit que 2 nouvelles formations et 2 seuls partis avec de vraies incarnations. La République En Marche et la France Insoumise. Vous faites le job, selon vous, en fait? C'est la réalité. Vous êtes aujourd'hui dans une Assemblée nationale où le FN n'a pas de groupe. Les Républicains, je crois, n'ont pas complètement acté leur réflexion sur la ligne politique qui devait être la leur. Aujourd'hui, vous avez 2 formations politiques nouvelles qui n'existaient pas il y a encore 1 an et demi, la République En Marche et la France Insoumise, qui ont donné des nouvelles formations politiques, des nouveaux personnels politiques et qui ont une opposition idéologique forte sur la conception
de la société, de l'organisation de la vie en société. Je ne dis ni plus ni moins que cela, mais aujourd'hui, reconnaissons qu'il y a 2 forces politiques nouvelles qui incarnent quelque chose dans ce pays. C'est la France insoumise et la République en marche. J'ai une question bonus, en fait, une question surprise, si vous me permettez. On a parlé de remaniement et de votre nom qui circule régulièrement. Votre nom, il a circulé pour autre chose, pour la mairie de Paris. Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que ça vous intéresse? Ça n'est pas sérieux du tout. Là encore, c'est un petit jeu qui consiste à balancer des noms dans la presse. Je vais vous dire quelque chose. Moi, je suis élu depuis 4 mois, 5 mois maintenant, pour mon premier mandat. Je crois qu'on a beaucoup de travail et beaucoup de responsabilités. Et ce qui a tué la politique, la vieille politique, le vieux monde, ce sont les ambitions personnelles, les querelles personnelles et les trajectoires personnelles qui mettaient de côté l'intérêt des Français. Aujourd'hui, on est vraiment là pour que ça fonctionne, pour que ça marche, pour faire des choses concrètes. D'ailleurs, si ça ne fonctionnait pas, nous partirons aussi vite que nous sommes arrivés, parce que les Français nous ont confié un mandat exigeant et qu'on a énormément de responsabilités sur les épaules. C'est à cela, évidemment, qu'on va travailler dans les prochains jours et les prochaines années. Allez, Hugues Rançon, on passe à la droite. Après tout, c'est votre ancienne famille politique. Avec l'information de la journée, la déclaration de la journée, c'est cette main tendue de Marine Le Pen à Laurent Wauquiez, qui ressemble quand même à un cadeau empoisonné. On écoute, c'était au grand jury RTL-LCI. Quand j'entends le discours de M. Wauquiez aujourd'hui, je me dis, mais après tout, s'il est sincère, je parle sous votre contrôle, s'il est sincère compte tenu des propos qu'il tient, mais il devrait aller jusqu'à proposer une alliance. Et vous diriez quoi, politique. Que diriez-vous à cette proposition d'alliance? Tout ça se discute. Si, moi, j'ai toujours dit que les alliances étaient possibles si nous ne devions pas abandonner des éléments qui sont essentiels, évidemment, à la défense de la France et des Français. S'il en va de l'intérêt de la France, et si, encore une fois, les grands principes qui sont les nôtres sont respectés, pourquoi pas? Est-ce que ça vous inspire? Vous savez, je pense que Marine Le Pen a vécu une fin de campagne présidentielle calamiteuse, que son débat est resté dans tous les esprits, et d'ailleurs que cette campagne présidentielle a permis de lever le voile sur ce qu'est le Front National, à savoir une vieille formation politique qui n'a que très peu d'idées, un projet assez faible en matière économique et sociale, et qui manie depuis tant d'années les vieilles lubies et les peurs des Français. Je crois qu'aujourd'hui, dans toutes les démocraties occidentales, il y a 2 voies qui se présentent. Il y a la voie du repli, de la crispation identitaire, de la sécurité, de la construction de murs. Et puis il y a une autre voie qui est la voie de la confiance, de l'ouverture, qui est la voie de l'économie. Je souhaite, pas trop, hein. Lui lance un appel du pied. Je souhaite que Laurent Wauquiez ne soit pas dans la voie du repli. Ce que je constate à l'écouter, c'est qu'il fait aujourd'hui du parti Les Républicains une droite sur le modèle du Parti républicain américain d'ailleurs, une droite influencée par des groupuscules extrêmes, les petits partis aux États-Unis, Sens commun chez nous, une droite qui se cornerise, qui se rétrécit, qui se durcit, et je crois que personne n'a y gagné, et il n'est pas forcément étonnant que Marine Le Pen voit un certain nombre de points de convergence avec Laurent Wauquiez. Aujourd'hui, je mets en garde à la fois les responsables politiques des Républicains et l'électorat des Républicains. On a compris ça, mais est-ce que ça n'arrange pas Emmanuel Macron qui a le dessein d'occuper tout l'espace du centre, finalement, d'avoir un parti LR qui soit le plus à droite possible? Ce serait plutôt dans votre intérêt, finalement. Non, je pense qu'aujourd'hui, il y a vraiment, parlons du fond, il y a des projets de société qui sont radicalement opposés, mais il n'y en a pas tant que ça, en réalité. Vous avez une droite, qui est une droite, je vous l'ai dit, qui se construit sur le modèle une droite ultra-conservatrice. Vous avez une gauche, qui est une gauche beaucoup plus radicale qu'elle ne l'était évidemment sous François Hollande, et Jean-Luc Mélenchon incarne aujourd'hui un pôle de radicalité. Et puis vous avez un espace central qui est profondément européen, qui considère que chacun doit trouver sa place dans la société, qui considère que l'économie doit être dynamique pour créer des richesses afin que ces richesses puissent être redistribuées. C'est aujourd'hui cette formation politique, ce créneau politique-là que nous souhaitons occuper en demandant aux uns et aux autres de dépasser leurs anciennes habitudes, leurs anciennes appartenances pour pouvoir être justement dans une logique de dépassement et de pouvoir se projeter pour construire la France du XXIe siècle. Écoutez-le quand et même. c'est évidemment ce qu'on veut faire auprès d'Emmanuel Macron. Ça a fonctionné pour gagner les élections. Maintenant, il faut que ça fonctionne dans la transformation du pays et on est aujourd'hui à cette tâche. Écoutez-le quand même, Laurent Wauquiez, c'était il y a presque 2 semaines. Il est clair et net, lui. Aucun espoir ne viendra du Front National avec Marine Le Pen qui a montré son incompétence. Mais par contre, faites-moi confiance, je veux qu'on parle aux gens qui ont voté pour le Front National. Parce que ce sont nos lâchetés qui les avons déçus. Et parce qu'il n'y a pas 35% de fascistes et d'extrémistes en France. Ce sont des gens qui attendent juste que la droite reporte l'étendard de la droite.
Donc il le dit clairement, il n'y aura pas d'accord Oui, mais avec le vous connaissez FN. bien, il n'y a pas d'accord, mais il se positionne. Ce qui compte en politique, c'est pas les accords, c'est pas la stratégie, c'est le fond. Et qu'aujourd'hui, le fond du discours de Laurent Wauquiez est un discours qui est dangereux, qui se place précisément dans ce que je vous indiquais à l'instant. Une droite qui veut que la France se replie derrière des frontières. La droite Trocadéro, disait Christian Estrosi. Mais c'est une formule, mais à laquelle je peux adhérer. C'est une droite qui était celle qui a soutenu d'ailleurs pour partie le projet de François Fillon, qui était un projet très dur, avec 500 000 fonctionnaires en moins, la hausse de la TVA. Le président des riches aurait été François Fillon, comme il sera Laurent Wauquiez, parce que précisément... L'objectif, c'est pas de copier le Front National, dit-il, c'est de ramener les électeurs de droite qui ont voté un temps pour le Front National vers la droite. Finalement, vous pouvez plutôt souscrire à cet objectif. En aspirant, ce qui compte, c'est le discours politique, c'est les prises de position et c'est les programmes qu'on propose aux Français. Je crois aujourd'hui que la position et les propositions de Laurent Wauquiez sont dangereuses au regard de la proximité qu'elles ont avec celle du Front National. Je reviens quand même sur ce que disait Frédéric. On vient de voir les propos de Christian Estrosi. Plus cette droite, les Républicains, est fragmentée, plus ça vous arrange quelque part. Christian Estrosi, d'ailleurs, est-ce qu'il n'est pas à deux doigts de vous rejoindre? Est-ce qu'il n'a pas créé avec la France audacieuse, son mouvement de mer, une fusée, en tout cas un étage de la fusée supplémentaire pour vous rejoindre? Est-ce que c'est pas la preuve que ça peut faire vos affaires? Tous ceux qui veulent rejoindre la logique de dépassement que j'indiquais tout à l'heure sont les bienvenus. Il est bienvenu, Christian Estrosi. C'est à eux, évidemment, de dire s'ils se mettent dans cette situation de rejoindre aujourd'hui la majorité et de soutenir sans aucun état d'âme et sans aucune condition le président de la République et la majorité pour mettre en place le programme sur lequel nous avons été élus. Parce que il y a quelque chose qui a complètement changé avec les majorités antérieures, c'est que nous sommes là pour appliquer un programme et que nous allons l'appliquer strictement. Parce que les autres, c'était pas ça non plus. Non, je crois qu'il y a eu beaucoup dans l'histoire de la politique française. Ils étaient élus pour faire autre chose. Il y a eu beaucoup de promesses non tenues et je crois qu'un certain nombre de Français pourraient en témoigner. Il y en a un qui ne vous rejoindra pas, c'est François Fillon, qui a passé le relais de son micro-parti à Bruno Retailleau et qui prend ses responsabilités. Écoutez-le. Je ne suis pas là pour régler des comptes. Je ne suis pas là pour remettre quelques pendules à l'heure. Je n'en ai ni le cœur, ni d'ailleurs le droit. On m'a reproché parfois d'être radical dans mes propositions. Eh bien, je l'ai été et je vous invite à le rester, parce qu'on ne relèvera pas notre nation avec des ajustements. Réaction là-dessus. Et est-ce que vous, allez, je ne veux pas dire vous écrasez une larme, mais est-ce que quelque part... C'est une page qui se tourne. Avec le départ de François Fillon, c'est le départ d'une partie de la droite. C'est une page qui se tourne. C'est un discours de renoncement. Et les discours de renoncement, je trouve ça, moi, toujours émouvant, a fortiori dans une classe politique qui en a rarement eu l'occasion. Et je salue aujourd'hui le fait que François Fillon veuille justement tourner la page et se consacrer à autre chose que de revenir une énième fois, comme beaucoup le feraient. Oui, alors il se retire, effectivement, c'est ce qu'il vient de dire, mais il délivre subliminalement un petit message, quand même. Restez radical, dit-il, c'est ce qu'on vient d'entendre à l'instant. C'est quand même un message adressé à la droite. Attention, il faut être radical, sous-entendu, il faut continuer à plaider pour des réformes radicales, comme il l'a fait pendant la campagne, et puis pour, sans doute aussi, des questions identitaires, comme il l'a fait aussi pendant sa campagne. Je suis tout à fait d'accord, et je vais vous dire, c'est même un des enseignements que je tire de la campagne de François Fillon. On a dit qu'il avait perdu à cause des prétendues affaires. Il y a eu quand même ça. Je n'en sais rien. Je vous dis juste qu'aujourd'hui, la campagne de François Fillon a marqué durablement l'histoire politique de la droite en France et peut-être même l'histoire politique tout court en France. Déjà à cause de ces événements qui ont séquencé la campagne présidentielle, beaucoup a été fait pour qu'on tourne la page d'un certain nombre de pratiques. Je vous en ai parlé tout à l'heure, les emplois familiaux et un certain nombre de pratiques qui étaient, selon nous, complètement dépassées et anachroniques. C'est une des conséquences de la campagne de Fillon. Sur le programme de Fillon, François Fillon a perdu beaucoup d'électeurs lorsqu'ils ont découvert la radicalité du programme de Fillon. Les 500 000 fonctionnaires, le rabot, les coupes, le thatchérisme à la française, ça a fait fuir un certain nombre d'électeurs, même les plus modérés de la droite, bien sûr chez nous, bien sûr auprès d'Emmanuel Macron. Et puis il y a eu, dans cette campagne, ce que vous appeliez tout à l'heure la droite Trocadéro, à savoir le noyautage de la campagne de François Fillon et des équipes de campagne de François Fillon par sens commun. Et je crois que ça, c'est quand même radicalement, c'est une évolution radicale qui a marqué durablement l'histoire de la vie politique, l'histoire de la droite. Et aujourd'hui, François Fillon, s'il a perdu, ce n'est pas qu'à cause de ses prétendues affaires, c'est, je pense, précisément parce que l'orientation politique qui a été la sienne pendant cette campagne... Vous, c'est une impasse, donc clairement, cette orientation je pense
que précisément la campagne présidentielle de Fillon nous prouve que cette orientation de la droite l'a conduit dans une impasse. Allez, on avance au chapitre des faits divers. Il y a eu ce drame de Sarcelles hier soir, un policier qui a tué 3 personnes et en a blessé grièvement 3 autres avec son arme de service qu'il conservait sur lui et à son domicile. Écoutez ce qu'en disait le ministre de l'Intérieur. Il faut que les policiers continuent à être armés de manière à pouvoir protéger la population. Surtout, évidemment, dans ces circonstances où la menace terroriste reste encore importante, où donc on peut avoir demain des scènes comme on en a connues. Donc oui, il faut qu'ils soient armés, mais cela demande un management qui soit très sensible de la part de tous leurs cadres. Les policiers ont obtenu le droit de garder leur arme de service après les attentats donc de 2015. On se souvient des décisions qui ont été prises par le gouvernement. Est-ce qu'il faut rouvrir ce débat aujourd'hui avec ce qui s'est passé, avec cette arme de service justement, en dehors du service? Je pense qu'il ne faut surtout pas le rouvrir. Je pense, et vous l'avez rappelé, que cette décision a été prise à l'issue des événements dramatiques qui ont frappé la France il y a 2 ans et que nous avons commémoré cette semaine. Et je pense qu'aujourd'hui, justement, les forces de l'ordre et les forces de police, celles qui assurent la sécurité publique, elles sont soumises à beaucoup de pression, qu'il faut l'entendre. Beaucoup de pression, pourquoi? Parce qu'il y a la menace terroriste très présente et qui évolue. Parce que les questions d'ordre public quotidien se posent encore, évidemment. Et puis parce qu'il y a des effectifs qui ont diminué notamment à cause, j'allais dire grâce, à cause des décisions de Nicolas Sarkozy et de François Fillon. Je pense qu'aujourd'hui, il faut témoigner non seulement de la considération aux forces de l'ordre, ne pas être impacté complètement par un événement qui, aussi dramatique soit-il, est un événement privé. Et je crois qu'aujourd'hui, la police nationale, comme toutes les forces de l'ordre, ont besoin de moyens supplémentaires, de moyens budgétaires. Le budget du ministère de l'Intérieur augmentera. De moyens humains, évidemment, c'est l'engagement du président de la République d'augmenter de 10 000 les effectifs des forces de l'ordre sur le quinquennat. Et puis, nous avons un certain nombre de dispositifs à améliorer. Ça a été la loi sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme. Il y a l'évolution du dispositif Sentinelle. Évidemment, on a tout un tas de dispositifs. La création de la police de sécurité du quotidien qui permettra justement aux forces de police d'être présentes avec discernement sur le terrain au quotidien. On a évidemment des questions de moyens, des questions d'adaptation de dispositifs, mais aujourd'hui, évidemment, il faut dire à tous les fonctionnaires de police qu'on comprend l'usure, qu'on comprend la fatigue, qu'on comprend la pression et la tension qu'ils doivent subir, mais qu'on a évidemment besoin d'eux et besoin de leur investissement sur le terrain. Il y a un dernier point sur lequel on voulait vous entendre, Granson. Cette semaine, ce sera le congrès des maires de France et visiblement, il y a vraiment une vraie grogne qui est en train de monter du côté des maires. On écoute François Baroin tout de suite. Nous ne sommes pas des mauvais garçons, nous souhaitons vraiment être des acteurs de la transformation du pays. Nous sommes des acteurs majeurs. Donc oui, nous attendons beaucoup d'Emmanuel Macron, mais nous attendons beaucoup pour lui, dans l'intérêt aussi du mandat qui est le sien. Donc nous n'écartons aucune piste, je le dis, et on ne prend personne en traite, parce que je l'ai dit au président de la République, s'il faut, nous saisirons le Conseil constitutionnel. Macron va se faire tancer jeudi au Congrès des maires de France. Le président le sait, d'ailleurs. Le président de la République, il ira, comme un grand nombre de membres du gouvernement, comme beaucoup de parlementaires. Moi-même, j'irai comme député de la circonscription du Congrès des maires. C'est le 100e Congrès des maires. Le Congrès des maires, c'est un événement politique important qui rythme la vie politique. Aujourd'hui, il y a une forme d'incompréhension. Et reconnaissons-le, depuis des années et des années, les moyens des collectivités se tarissent. Et la pente devant laquelle il se situe est une pente difficile. Aujourd'hui, notre volonté avec le président de la République, c'est de pouvoir repenser le lien entre l'État et les collectivités locales, notamment par la contractualisation. Repenser, c'est retirer de l'argent. Notamment par la contractualisation. Pas du tout. C'est de responsabiliser. C'est d'avoir un dialogue en confiance sur la trajectoire qui doit être la nôtre. L'État doit faire des efforts, les collectivités doivent faire les efforts, mais cela ne peut se passer et se construire que si l'un et les autres sont d'accord sur la trajectoire et la manière de procéder. C'est ce que rappellera, je crois, le président de la République. Un dialogue exigeant, mais un dialogue en confiance et en responsabilité. Merci beaucoup, Granson. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci.